Observez ce monsieur. En dehors de respirer la classe et d'avoir l'air un peu fatigué de porter tout le poids de son monde, ce monsieur est à la mode. Il a combattu le meilleur adversaire de la France et a fini de conquérir les territoires d'Afrique du Nord que convoitait la nation depuis 50 ans. Tout général qu'il est, il a conservé de son temps dans les sables chauds sa modestie et son sabre. Son sabre n'est pas réglementaire, il ne peut pas l'être, mais il était à la mode parmi les officiers français de toutes armes qui prenaient un commandement en Afrique. D'où sa dénomination, sabre d'officier de l'armée d'Afrique. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. L'histoire de ces sabres est assez obscure, on ignore en fait tout du pourquoi de leur apparition. Évidemment que le besoin de singularité est fort puissant chez les officiers, surtout à cette époque, mais ça n'explique pas vraiment le pourquoi de la monture à 4 branches qu'on retrouve sur les exemplaires primitifs. 4 branches, c'est généralement le signe d'appartenance à la cavalerie à cette époque-là, lourde ou de ligne de surcroît. Mystère supplémentaire, les plus primitifs avaient des lames à la prévale. C'est un type de lame triangulaire à fort pan, c'est-à-dire à fort creux, plutôt orienté vers la cavalerie, mais pourtant jamais accepté en service. Or, ce sabre était plutôt à la mode chez les zouaves, chez les chasseurs à pied, les tirailleurs, des unités d'infanterie donc, et chez les chasseurs d'Afrique, cavalerie légère donc. Et ça, pour le coup, c'est une certitude, parce qu'en dehors des photos, vous avez carrément des exemplaires de sabres, plus ou moins fantaisistes, qui sont ornés directement des symboles des corps. Reste que, voilà, ce sabre est très répandu parmi les officiers d'Afrique. Certains disent à partir de 1855-1860. Personnellement, j'aurais tendance à dire que c'est même avant ça. Vous allez me dire pourquoi est-ce que je m'avance? Pour 2 raisons. La première, la lame type Préval date des années 30. Et pour ce qui est de la seconde, le duc d'Aumale n'est resté en Algérie que jusqu'en 1848. Pour qu'il ait conservé ce sabre sur un portrait de 1880 et qu'on soit allé jusqu'à le coller carrément sur son gisant, je pense qu'il y tenait, et donc il en avait déjà un goût bien ancré avant son retour en France. Ça n'est que mon hypothèse, elle vaut ce qu'elle vaut. À force, cette mode a dû finir par inspirer le ministère, ou l'agacer. Ou peut-être les deux d'ailleurs, puisqu'ils ont fini par décider, le 6 juillet 1882, d'officialiser ce sabre sous une forme un petit peu plus épurée, et ça deviendra le sabre d'officier d'infanterie, modèle 1882. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above, and the sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a hat. Tiens, puisque cette chanson vient de passer, petite anecdote qui n'a rien à voir, un effet Mandela bien sévère. Le sachiez-tu, ça n'est pas Frank Sinatra qui a chanté Singin' in the Rain. Il est même pas dans le film. Bref, ce nouveau sabre 1882 a une lame droite de 83 cm, il fait un petit peu plus d'1 kg, et il a une monture à 4 branches, dont 3 secondaires. Cette lame est d'ailleurs assez originale. Pour la première fois dans l'histoire de l'armée française, on a une lame de section lenticulaire, c'est-à-dire en forme de lentille. Mangez-en, c'est bon les lentilles.
avec 2 gouttières, une de chaque côté, non seulement désaxées par rapport au centre de la lame, mais aussi entre elles. La monture à 4 branches est en bronze de nickel, c'est-à-dire un bronze avec 1 à 5% de nickel dedans. Le fourreau, quant à lui, est le premier fourreau de l'armée française à n'avoir d'origine qu'un anneau. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le sabre du duc d'Aumale ne peut être que non réglementaire. C'est parce que lui, il en a 2. Ce fourreau peut être en maillechort, mais le plus souvent en tôle d'acier. Parfois c'est de l'acier nu, parfois c'est de l'acier nickelé, parfois c'est de l'acier chromé. Là, en l'occurrence, celui-ci, il était nickelé. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, si je vous dis que le règlement lui-même a fini par la suite par prévoir 3 tailles de lame, 75, 85, 90 cm. Vous pensez que ça se complexifie ? Attendez, on n'y est pas encore. De nombreux fourbisseurs privés en profitant pour s'engouffrer dans le marché, ce sabre a hérité de son papa africain toute la complexité de ses variantes. La calotte a connu 2 variantes majeures, celle-ci, la réglementaire, qui est plutôt lisse, et une variante à tête de lion, parce que le lion, voyez-vous, c'est un animal majestueux, impressionnant, féroce, bien sûr, oui. Quitte à prendre un animal qui passe son temps à bouffer et à pioncer, ils auraient pu prendre un koala, hein, ça revenait au même. Évidemment, je parle pas des divers ornements gravés de calotte et de queue de calotte, tant ils sont légion, mais par exemple ici, vous avez le monogramme de l'officier qui l'a acheté, c'est très souvent le cas sur les 1882. La poignée est réglementairement en corne de buffle, mais on a eu des variantes poignée bois recouverte de galucha. Le filigrane est théoriquement alterné torsadé, large, torsadé, mais on a bien entendu des filigranes simples et toutes les variantes et combinaisons possibles. Quant à la garde elle-même, là c'est le foutraque ultime. C'est visiblement un moment où le règlement est de plus en plus ignoré et sans vergogne par les officiers. En dehors des branches de garde à profil hémisphérique, exactement comme c'est prévu par le règlement, on trouve aussi des branches plates et des branches hémisphériques, mais avec un filet. Parfois d'ailleurs, le filet est tellement important qu'elles deviennent quasi triangulaires, ces branches. Selon les variantes, les branches secondaires peuvent se rattacher à la principale à peu près à n'importe quel niveau, mais c'est surtout le nombre de branches qui va varier. On trouve des gardes à 3 branches, pour les désargentés, à 5 branches, surnommées de Nancy, à 5 branches et demie, comme mon africain, c'est aussi une Nancy, à 6 branches, dont une de contre-garde, c'est la garde dite de Saumur, à 6 branches, dont 2 de contre-garde, le type dérué qui a 7 branches, et aussi à 9 branches, parce que visiblement c'est comme les galons, plus il y en a, plus c'est prestigieux, visiblement. Va peut-être falloir s'arrêter à un moment là, non ? Eh ben non, quand il n'y a plus assez de place pour mettre des branches, on revient à la garde en panier, et on fait des trous dedans, boum ! Allez, paye ta garde à 40 branches. Je pense que vous l'aurez compris, chacun y va de sa petite custom. Bien entendu, les officiers généraux conservent leurs habitudes, et on trouvera des 1882 avec des plateaux affublés des étoiles de grade. Maintenant, je vais quand même profiter de la présence de mon officier d'Afrique pour vous expliquer un us transformé en expression, puis en insulte. La partie terminale du fourreau que vous voyez ici s'appelle le dard. Il peut être symétrique ou pas, en forme de lyre, en boule, en pointe, bref, il en a existé de tout type. Vous voyez celui-là ? On dirait qu'il a été poncé, pas vrai ? Mais c'est tout simplement parce qu'il a appartenu à un traîneur de sabre. La pratique est aussi vieille que le ceinturon lui-même. À la base, comme le port du sabre est quand même une fierté, surtout un privilège militaire, quelques soldats et officiers se sont mis à faire traîner la pointe du fourreau par terre derrière eux quand ils marchaient. Ça impressionnait, ça charmait, c'était aussi dissuasif dans un monde où les nuits étaient infiniment plus noires que maintenant. Quand on entendait ce bruit-là, on savait que le mec était armé et que donc c'était peut-être pas le plus simple à aller agresser. Et puis à force, ça a lassé et ça a épuisé. Plus la mode se répandait, plus les civils, en particulier les hommes, trouvaient ça agaçant, ridicule et même insultant. Le traîneur de sabre était devenu le soldat qui méprise le civil, le fa suprême. D'ailleurs, quasi à la même époque, une expression sœur est aussi née, c'est le traîneur d'épée. Ça, c'est plutôt une grande gueule qui fait sonner son épée sur le pavé, alors que de sa vie, il a jamais fait que fuir le combat, quoi. Bref, faut pas croire que c'est qu'une expression à entendre au sens figuré, ça vient bien d'une pratique concrète. Ce sabre modèle 1882 est assez connu pour avoir été le sabre des officiers d'infanterie pendant la Première Guerre mondiale. Alors je veux pas vous décevoir, mais autant vous dire qu'il a été peu porté et qu'il a encore moins servi. Déjà, allez vous battre avec un truc aussi long dans une tranchée, comme en plus c'est une lame assez fine et donc relativement fragile même des stocks, mais pire encore, ça transformait son porteur en cible, à tel point que le protège-fourreau qui existait jusqu'à la Première Guerre mondiale en toile ou en cuir a carrément mué en une forme directement collée sur le fourreau, à demeure, pour éviter d'attirer l'attention de tous les tireurs d'en face. Faut dire aussi que quant à
ça tout neuf nickelé à la ceinture, mais tu brilles un peu comme un sapin de Noël. Hein. Résultat, l'immense majorité des sabres fabriqués par Châtellerault et Klingenthal, qui étaient théoriquement les deux seuls officiels à l'avoir fait, seront détruits après-guerre sans jamais avoir été attribués. Ça a été le cas de beaucoup de sabres à cette époque-là. Tiens, puisqu'on parle du protège-fourreau, c'est vrai que je vous parle relativement peu des accessoires parce qu'en fait il y a trop peu de documentation fiable sur le sujet. Mais là, j'aimerais quand même vous parler un peu de la dragonne. Parfois vous avez des modèles en fil métallique, soit d'argent, soit d'or, pour officiers plutôt aisés, sachant que ça n'est absolument pas réglementaire à ce moment-là. Pour ceux qui respectent le modèle normal, c'est la dragonne modèle 1883. À la base, c'est une dragonne de cavalerie. Normalement, le cordon est de cuir tressé. Le problème du cuir tressé, c'est que c'est relativement fragile, ce qui fera que la plupart des modèles 1883 seront en fait des lanières surpiquées. Figurez-vous que de mon côté, je suis très content d'avoir mis la main sur un exemplaire un peu particulier avec un trou dedans. Vous voyez, il y a un insert, un tiroir là-dedans. Qu'est-ce que c'est ça, à votre avis? Un passage de dragonne pour une dragonne de dragonne? Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Mon officier qui portait son modèle 1882 aimait commander, et il aimait commander dans le concret. Vous l'aurez remarqué, ma dragonne, c'est un sifflet. J'avais aussi vu il y a longtemps un exemplaire avec un télémètre d'artillerie dedans. Moi, ces petites ingéniosités, ça me fait marrer. Bon, ce sabre 1882, c'est une antiquité. Pas vrai. Forcément, si le monsieur dans la boîte il en parle, c'est que bon, c'est folklorique, c'est poussiéreux, mais c'est bien loin tout ça, hein. Bah pourtant, lui aussi, il est toujours en service. C'est de nos jours le sabre des officiers de sapeurs-pompiers, et comme il y a encore 12 800 sapeurs-pompiers militaires, eh ben lui, il est toujours en service dans l'armée française. Ouais, je l'ai méprisé pendant longtemps ce truc-là. On en voyait beaucoup, c'était très commun, c'est pas très prestigieux, c'est pas très décoré, c'est pas très beau. Et puis bon, avec l'âge, la sagesse déboule et me fait dire qu'en fait c'est un de mes sabres français préférés. Comme en plus, à l'heure où je parle, eh bien c'est le sabre réglementaire le moins cher sur le marché, à mon avis, c'est une excellente manière de débuter une collection d'armes blanches. Je crois d'ailleurs que je vous y encourage, c'est un très beau sabre et je pense que vous serez pas déçus. Voilà, écoutez, ce sabre modèle 1882 a vraiment une histoire rigolote et j'ai beaucoup aimé vous la raconter. J'espère que ça vous aura plu, je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de l'âme des lames.